La population mondiale a franchi la barre de 7 milliards d'individus et elle devrait atteindre 9 milliards d'ici 2050. Alors qu'il y a seulement 200 ans, elle était encore à 1 milliard, un chiffre qui s'est multiplié par 7 aujourd'hui. Avec cette démographie galopante, les questions des droits humains restent essentielles. Si les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive ne sont pas satisfaits, les individus se retrouvent privés du droit de faire des choix fondamentaux à propos de leur propre corps, de leur propre avenir, une situation qui a des répercussions sur le bien-être de la famille et sur les générations futures. La planification familiale sert à prévenir les grossesses non désirées, à réduire le risque et surtout le nombre d'avortements et l'incidence de mortalité et d'invalidité au comportement liés aux grossesses et à l'accouchement. Le projet Suède-Tchad, à travers cette émission, cherche à surtout vulgariser cette question, mais surtout sensibiliser la population sur les thématiques à travers la télé Tchad. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial Santé de la reproduction et planification familiale organisé par le Suède. J'ai autour de ce plateau un parterre d'invités qui sont tous de qualité. Nous allons commencer d'abord par Dr Njikidounou Rostan, spécialiste technique en santé de reproduction de l'UNFPA. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Adam. Nous avons aussi autour de ce plateau Madame Fatima Maloum, chargée des programmes santé au projet Suède. Bonsoir, madame. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Nous avons également Madame Adjit Né Ashta Abdoulaye, responsable planification familiale au ministère de la Santé publique. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Adam. Et nous avons en dernière position, et par la moindre, Madame Mariam Abdoulaye Maloum, jeune leader et membre d'Afriane. Soyez tous les bienvenus. Bienvenue, madame. Merci. Merci une fois de plus, soyez les bienvenus sur ce plateau spécial, je le disais tantôt, organisé par le Suède dans le cadre surtout de la promotion, mais surtout aussi de débattre de cette question de la santé de reproduction et planification familiale. Nous allons tout de suite commencer par Dr Njeki, soyez le bienvenu une fois de plus. Aujourd'hui, vous nous venez de l'UNFPA, qui est un organisme assez reconnu sur la question de la santé de reproduction, la santé de la planification familiale. Aujourd'hui, comment on définit la santé de reproduction? Est-ce qu'elle concerne uniquement les jeunes ou bien elle concerne tout le monde? Bonsoir une fois de plus et puis merci pour cette question. Elle paraît simple, mais il faudra essayer d'expliquer simplement les choses. Donc, on entend par santé de la reproduction cet état de bien-être, tant physique, mental que social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne les organes génitaux, ses fonctions, son fonctionnement, et non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Ce que je viens de donner là, c'est la définition classique de l'OMS. D'accord. Maintenant, pour expliquer les choses, pour qu'on se fasse mieux entendre, je veux dire que quand on parle de santé de la reproduction, on entend que tout individu, n'est-ce pas, c'est un droit, doit avoir ce droit-là, n'est-ce pas, d'avoir une santé de la reproduction qu'il juge satisfaisant. Mais pour arriver à cet état-là que je viens de décrire, l'individu, la famille, le couple a besoin d'informations. Sur tout ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive. Donc on a besoin des informations et on a besoin des services. Parce que quand on a ces informations, quand on a ces services-là, on peut avoir ce qu'on appelle des choix éclairés. N'est-ce pas? On peut, n'est-ce pas, on a la capacité, n'est-ce pas, de faire des choix. Et c'est des choix éclairés parce qu'on est informé. Et c'est des choix éclairés parce que dès qu'on prend une décision, on peut trouver les services. Les services sont disponibles. Donc c'est important de comprendre tout ça pour qu'on ait, ce que je disais, une santé sexuelle et reproductive qui permet qu'on s'épanouisse et qu'on, n'est-ce pas, qu'on apporte sa contribution au développement. Donc je pense que maintenant, la seconde question, c'est de savoir si ça concerne tout le monde. Oui. Ben oui. Parce que quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle les volets de la santé de la reproduction, vous avez la santé de l'enfant. Pourquoi ça concerne l'enfant? Eh bien parce que quand l'enfant naît, il faut déjà qu'il soit en bonne santé. Il faut qu'il vive déjà. Il faut qu'il soit en bonne santé. Il faut qu'on s'occupe de lui, qu'on l'éduque, qu'on le nourrisse. N'est-ce pas? Qu'on l'habille, qu'on lui donne un toit. Oui. Donc, parce qu'on aura fait le choix d'avoir un enfant, qui est la santé de la reproduction,
Il faut qu'on soit capable d'apporter tout ce que je viens de dire à cet enfant-là. Ça concerne les adolescents. Parce que passer l'enfance, passer le bébé devient adolescent. Dans l'adolescence, et c'est une période assez complexe, on a besoin d'une bonne santé de la reproduction. L'adolescent a besoin des informations pour pouvoir opérer des choix en matière de santé sexuelle et reproductive. Il a besoin aussi d'avoir accès aux services, l'adolescent. Nous tous ici, autant que nous sommes, nous avons été des adolescents. Et on sait très bien qu'à un moment donné, on a senti notre corps se transformer, on a senti des besoins, des envies, et on a fait des choix. Et pour certains adolescents, ces choix-là ont, si vous voulez, pour dire clairement les choses, ces choix-là n'ont pas été les bons. Et ils ont eu des accidents. Je prends un exemple, les grossesses non désirées. Chez l'adolescente, quand elle a une grossesse, en général, c'est une grossesse non désirée. C'est le fait qu'elle n'a peut-être pas été bien informée, elle n'a peut-être pas fait ces choix dont je parle, et elle a compromis, disons, son avenir ou quelque chose comme ça. On pourra revenir dessus. D'accord. Maintenant, ça concerne aussi la femme, parce que la femme fait des choix de procréation. Combien d'enfants j'aurai, quel est l'espacement entre les enfants, etc., etc. Pour opérer ces choix-là, il faut qu'elle ait des informations et qu'elle ait accès aux services. Ça concerne l'homme. D'accord? Donc vous voyez que la santé de la reproduction... Elle est évolutive? Non seulement elle est évolutive, mais elle concerne tout le cycle de la vie. L'enfance, l'adolescence, les femmes, les hommes, la famille, les individus, tout un pays, voilà. Donc, pour répondre à votre question, j'espère que... Merci, docteur. S'agissant de la question de la planification familiale, pourquoi cette question suscite autant de réactions, surtout dans la bande du Sahel et précisément au Tchad? Quand on parle d'espacement des naissances, c'est une question qui est difficile à la fois à appliquer, mais qui n'est pas aussi comprise par surtout nos sociétés ici dans le Sahel et au Tchad. Bon, tout à l'heure, on parlait de la santé de la reproduction. Oui. Voilà. Dans la définition, je vous ai dit que ça concerne les organes génitaux, ses fonctions et son fonctionnement. Donc, vous voyez que ça a trait à l'intimité. Oui. Ça a trait à quelque chose d'assez intime, confidentiel à la limite. Donc, la planification, qui est un volet de la santé de la reproduction, la planification familiale, qui est un volet de la santé de la reproduction. Et pour nous faire comprendre, je crois que tout le monde comprend quand on dit planification familiale, c'est toutes ces méthodes qui permettent, comme vous avez dit, soit d'espacer les naissances, soit... Donc quand vous faites un choix, la planification familiale peut vous permettre soit d'avoir des enfants, d'espacer les naissances, etc. etc. Donc, comme cette planification familiale-là fait partie de la santé de la reproduction, et comme j'ai dit, la santé de la reproduction, c'est quelque chose de personnel, de... Voilà. Voilà. Mais c'est surtout parce que les gens n'ont pas toujours la bonne information. Les gens ne sont pas toujours bien informés. Et vous savez, quand vous n'êtes pas toujours bien informé, il y a beaucoup de choses, ça devient tabou, ou bien on a des informations erronées, et ça ne permet pas que les gens s'expriment de façon ouverte. Et je crois qu'avec tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, quand je dis tout ce que nous faisons, c'est vous les médias, c'est le ministère de la Santé, c'est le gouvernement, c'est les organismes internationaux, c'est l'UNFPA, c'est le Suède. Avec tout ce que nous faisons, nous contribuons à faire en sorte que les gens en parlent de façon ouverte. Parce que si nous ne parlons pas de ça, écoutez, avec les nouvelles techniques d'information, que ce soit les jeunes, les enfants, ils ont accès à tout aujourd'hui. Il faut leur donner les moyens de pouvoir faire... de pouvoir opposer leur esprit critique, voilà, de pouvoir faire le discernement de tout ça. Donc c'est pour ça que... Voilà. Alors, vu que c'est assez compliqué, cette question qui touche à la sexualité, à l'intimité, quand on parle des naissances et tout ça, et que c'est très difficile. Comment est arrivé l'UNFPA, qui est une institution quand même qui a assez de l'expérience dans ce domaine, surtout de la SR, mais surtout aussi de la planification familiale, à obtenir des résultats depuis plusieurs années, notamment précisément au Tchad? Quelle était l'approche utilisée sur le terrain? Bon, déjà pour l'UNFPA, parce que c'est notre mandat. Nous sommes une agence des Nations Unies, c'est notre mandat. La Conférence internationale pour la population et le développement a, n'est-ce pas, défini un peu tout ce qui concerne la santé et la reproduction. Et l'UNFPA a eu le mandat, n'est-ce pas, de mettre en œuvre le plan d'action de la CIPD, cette Conférence internationale pour le développement. Bon, globalement, l'UNFPA, pour très bien comprendre pourquoi est-ce que nous nous occupons de la santé et la reproduction, c'est que nous avons
nous avons la prétention, entre guillemets, de faire en sorte que toutes les grossesses soient désirées, que tous les accouchements soient sans danger et que tous les adolescents et les jeunes puissent accomplir leur plein potentiel. C'est l'idéal de l'UNFPA. Oui, c'est notre déclaration de mission, si vous voulez. D'accord. Et puis il y a 3 choses que nous faisons quand nous travaillons avec tous les pays, dans tous les pays. La première, c'est ce qu'on appelle nos résultats transformateurs. La première, c'est d'éliminer, n'est-ce pas, tous les décès maternels évitables. Le deuxième résultat transformateur, c'est d'éliminer toute forme de violence basée sur le genre, hein, et toute forme d'action néfaste, d'accord. Et la troisième, bon, je n'ai pas donné dans l'ordre, hein, c'est 3. La troisième, c'est d'éliminer, n'est-ce pas, d'éliminer les besoins non satisfaits en planification familiale. Donc voilà notre déclaration de mission, nos 3 résultats transformateurs. Alors, comment nous avons pu faire évoluer les choses au Tchad, en collaboration avec toutes les autres agences, hein, y compris le Suède. Voilà. Nous travaillons déjà avec tous les concernés, c'est-à-dire le gouvernement, les ONG, la société civile, le secteur privé, etc., pour que, toutes les informations relatives à la santé et à la reproduction soient disponibles. 2, que les gens aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Voilà. Dit ça comme ça simplement, je crois que tout le monde peut comprendre comment nous avons fait. Et quand je dis travailler avec tout le monde, le cas particulier du Tchad a été le travail qu'on a fait avec, si vous voulez, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses surtout, et les autorités même coutumières. Voilà. Ça a été un levier que nous avons utilisé pour pouvoir atteindre la majorité, n'est-ce pas? Et quand je dis atteindre la majorité, c'est l'accès aux informations, les bonnes informations, d'accord, qui permettent de prendre des décisions en matière de santé sexuelle et reproductive. La seconde, c'est la disponibilité des services. Quand je dis disponibilité, c'est que les services soient disponibles, mais surtout accessibles, que les gens accèdent à ces services. D'accord. Voilà, j'espère que... Docteur Ndjiki Dounou-Rostan, spécialiste technique en santé de reproduction au sein du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population au Tchad. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous, peut-être vous allez intervenir quand nous allons aussi poser des questions aux autres invités. Une fois de plus, merci. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes effectivement sur Télé 4 et c'est un plateau spécial sur la santé de la reproduction et la planification familiale organisé par le projet Suède au Tchad. Et nous avons autour de ce plateau également Madame Adjidne Ashta Abdoulaye, qui est responsable PF planification familiale au sein du ministère de la Santé publique. Madame, soyez la bienvenue. Merci. Madame, aujourd'hui, dites-nous, quel combat mène le gouvernement s'agissant de la question de la santé de reproduction et surtout aussi du planning familial au Tchad? Ok, merci pour la question posée. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts par rapport à la santé de la reproduction et par rapport également à la planification familiale. Donc la planification familiale fait partie des 4 piliers pour la lutte contre la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Tchad. Donc la priorité de l'État est d'assurer à toute la population en général et particulièrement le couple mère-enfant, les soins de qualité, accessibles, acceptables et disponibles, sans toute forme de discrimination, que ce soit les hommes, les femmes, les adolescents, celles qui en désirent. Il faut que ces médicaments soient quand même disponibles, de qualité et accessibles à tout moment. D'accord. Madame, est-ce qu'il y a aujourd'hui des textes de loi que nous pourrons prendre comme exemple, surtout s'il y en a des textes, quelle est l'applicabilité de ces textes concernant la santé de reproduction et la planification familiale au Tchad? Ok, merci. Par rapport à cette question, je pense que c'est un long processus. L'État quand même a déployé beaucoup d'efforts avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFPA. Et le projet Suède, y compris les autres partenaires dont la liste n'est pas exhaustive,
Et c'est un long combat. Ils ont mené à travers des stratégies qui étaient développées. D'abord, parmi les stratégies, nous avons la feuille de route qui a été élaborée en 2009 et elle a pris fin en 2015. Cette stratégie a permis de faire des activités relatives à la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile, y compris la planification familiale à travers la CARMA, que je peux citer, à travers la quinzaine de la santé de la reproduction. Et il y a également la feuille de route, le dialogue national qui vient de se passer tout récemment. Ça, c'est parmi les stratégies. Il y a plusieurs autres. Et partant de là, il y a des textes qui étaient élaborés, révisés. Est-ce qu'il y a une ordonnance ou une loi concernant la santé de la reproduction? OK. Il y a des textes. Les textes juridiques existent. D'accord. Nous avons d'abord la loi 006 qui a été promulguée en 2002. OK. Et cette loi vient voir le jour, le décret d'application de cette loi vient de voir le jour en 2020. Ah, d'accord. Par le défunt président. Donc le décret d'application était déjà signé. D'accord. Entre autres, nous avons également la loi 029 relative à la lutte contre le mariage précoce. Nous avons également la loi 19 par rapport aux produits contraceptifs et médicaments. D'accord. Donc, nous avons également d'autres lois à travers les traités, les conventions internationales, les textes juridiques nationaux et internationaux. Et ça permet également au Tchad d'adopter ces textes par rapport au contexte, aux réalités du pays. D'accord. Madame Achta, dites-nous, aujourd'hui on sait que la planification familiale, la question même de la famille de manière globale est au centre de plusieurs débats, qu'il s'agisse de la santé de reproduction ou de spacement de naissance ou du mariage des enfants. Ce débat au niveau politique, il est constant et il se passe sur toutes les plateformes. Est-ce que la loi, par exemple, de la famille pourra aider dans ce sens-là? Et est-ce qu'elle est toujours d'actualité, vu que nous sommes dans un moment de dialogue national inclusif où il faut revoir les refondements du pays? Est-ce que c'est toujours d'actualité et que ça pourra aider? Merci. Effectivement, cette loi est d'actualité, sauf le décret d'application n'a pas vu le jour. Et ce décret également devrait être révisé. Mais le débat est toujours à haut niveau parce que la planification familiale est le quatrième pilier pour la réduction de la mortalité maternelle, infantile, néonatale, et comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'est un problème très, très délicat et vraiment le gouvernement et ses partenaires ont pris vraiment des engagements et ils continuent à soutenir. Bon, malheureusement, ces textes n'ont pas encore vu le jour. Et je pense que le code de famille est toujours d'actualité. D'accord. Il est toujours d'actualité. Madame Adjid Achta Abdoulaye, responsable de planification familiale au ministère de la Santé publique. Merci d'avoir partagé ces informations avec nous et d'être sur ce plateau. Merci. Restez avec nous, nous allons continuer cette fois-ci au niveau de Madame Fatima Ahmad Maloum, chargée du programme santé au sein du projet SOED. Soyez la bienvenue, Madame, une fois de plus. Madame, la question de la santé de reproduction et de la planification familiale a été longtemps le combat de l'UNFPA, comme nous venons de dire, d'ailleurs, c'est même son mandat officiel. Avant l'arrivée du Suède au Tchad, aujourd'hui, quelle est l'innovation qu'a apporté le Suède dans cette lutte? Merci pour la question posée. Effectivement, le problème de la santé des reproductions est un domaine très cher à l'UNFPA et le Suède est venu. Le Suède utilise une approche encore plus globale. Pourquoi je dis ça? Parce que le Suède, permettez-moi de rappeler que le Suède dispose de 3 composantes et de 9 sous-composantes. Donc quand on prend la composante 1, c'est la composante communication pour le changement social et de comportement qui consiste à informer la population et aussi l'autonomisation des femmes avec cette sous-composante. Donc l'information et l'autonomisation des femmes. Donc cette sous-composante permet aux femmes de comprendre ce que c'est la santé de reproduction. Et là, nous avons ce qu'on appelle les espaces surcommunautaires. Ça permet la création de la demande de services, la génération de services, puisque la population est sous-informée. Il faut qu'elle sache que ces services existent pour elle. Maintenant, nous avons la composante 2 qui consiste à disponibiliser l'offre. Maintenant que la population est informée, il faut qu'on disponibilise l'offre.
Maintenant, pour disponibiliser l'offre, il faut la formation des sages-femmes, il faut aussi transporter les médicaments et des médicaments de qualité jusqu'au dernier kilomètre. Et la composante 3 permet l'élaboration des documents et l'engagement politique et la mise en œuvre du projet. Maintenant, je reviens au niveau de la composante 1. Nous avons la composante 1 qui concerne le volet communication pour le changement social et de comportement et d'autres sous-composantes 1.2 parmi lesquelles 1.2 SR intitulé Accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs. Alors, à quoi consiste cette sous-composante? Cette sous-composante est mise en œuvre au niveau de la zone d'intervention par les ONG. Et c'est ce qu'on appelle les espaces surcommunautaires. Et c'est là où réside vraiment l'innovation. Les espaces surcommunautaires sont des espaces conviviaux où les filles déscolarisées et non scolarisées reçoivent une information et par une mentor qui est une femme modèle, une femme qui a le niveau des collèges, qui vit dans la société, dans la communauté avec les filles. Elle est vraiment respectée par la communauté et par les filles, qui encadre ces filles-là sur un curriculum qui est élaboré au niveau régional et d'où tous les pays suédois avaient en tout cas assisté à l'élaboration et à la validation de ces documents, qu'on appelle curriculum. Le curriculum est composé de 3 grandes parties, 3 grands modules et 26 sessions. Donc les 3 grands modules sont les compétences de vie, le genre et les droits humains et la santé des reproductions. Donc la mentor, comme je le disais tantôt, c'est une femme qui doit encadrer les filles et leur servir de modèle. C'est une femme qui est âgée entre 25 et 40 ans et qui doit vraiment encadrer les filles au niveau des espaces sûrs. Maintenant, les espaces sûrs, nous en avons 520. Dans chaque espace sûr, il y a au moins 50 filles. Les 25 sont âgées de 12 à 18 ans et les 25 sont âgées de 19 à 25 ans. Donc, elles sont prises pour 1 mois jusqu'à la fin du programme et ainsi de suite, une autre cohorte sera recrutée. Donc, par an, on a au moins 100 filles qui sont encadrées par espace sûr. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de filles ont été encadrées au niveau de la zone d'intervention. Donc, et les compétences de vie permettent aux femmes de faire vraiment des choix opérés, de se fixer des objectifs, de les atteindre, de négocier avec les parents, avec le mari, d'avoir vraiment la réflexion critique. Ces compétences de vie permettent aux filles de s'affirmer. Et surtout, c'est des filles qui sont déscolarisées et non scolarisées, qui n'ont jamais été à l'école, mais grâce à la formation au niveau des espaces sûrs, ces filles ont pu vraiment prendre leur destin en main. D'accord. Madame Fatimé, aujourd'hui, le Suède est très actif sur le terrain, à travers la sensibilisation, l'assistance, comme vous venez de le dire, à travers les espaces sûrs. Quel est l'impact réel aujourd'hui que vous constatez au sein de la société, surtout au sein de ces espaces sûrs et à travers ces communautés? Merci pour la question. Je pense que j'avais même déjà brossé un peu l'impact, parce qu'au niveau des espaces sûrs communautaires, puisqu'il faut rappeler que nous avons 2 types d'espaces sûrs. Nous avons les espaces sûrs scolaires qui sont mis en œuvre au niveau des écoles, et les espaces sûrs communautaires, c'est au niveau communautaire, c'est-à-dire au niveau des quartiers. Et là, c'est les filles qui n'ont jamais été à l'école, les filles déscolarisées et non scolarisées qui fréquentent ces espaces sûrs-là. Alors maintenant, lors de la formation, les thématiques sont déjà, en tout cas, comme je vous ai dit, les thématiques sont comprises dans les curriculums. Et la mentor procède, en tout cas, à la formation en utilisant ces curriculums-là. Et là, les thématiques, par exemple, par rapport aux relations saines et relations malsaines, les filles savent quelles sont maintenant les filles que je dois fréquenter, quels sont les garçons avec qui je dois lier des liaisons pour éviter les accidents, comment les techniques de refus, comment négocier avec les parents pour, en tout cas, décaler le mariage. Et c'est une approche qui a été copiée au niveau du Zaria au Nigeria. L'équipe Suède était allée en visite d'échange pour vraiment s'enquérir de ce qui se passe au niveau du Zaria, puisque vous savez qu'au niveau du Nigeria, la fille est donnée en mariage à bas âge, à 10 ans. Mais avec les espaces sûrs communautaires, ils ont pu vraiment décaler, surtout consommer le mariage à partir d'un certain âge qui permet à la fille vraiment d'être apte. D'accord. Madame, vous voulez nous parler de la pérennisation, vous me disiez tantôt. La pérennisation du projet. Oui. La pérennisation du projet, puisque nous avons divers volets. Nous avons la composante 1.2
scolarisation des filles et leur maintien dans le système éducatif. Nous avons aussi la composante 1.2 autonomisation des femmes et la composante 1.2 accès égal des adolescentes et des jeunes filles à leur santé et droits reproductifs. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes composantes sont interliées. Alors, au niveau de la scolarisation des filles, nous avons ce qu'on appelle les centres d'accueil. Oui. Maintenant, les filles qui sont hébergées au niveau des centres d'accueil, nombreuses ont obtenu leur baccalauréat. Et comme les familles sont vulnérables, elles sont là, elles sont restées à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, comme je viens de vous dire que toutes les composantes et les sous-composantes sont complémentaires, nous avons pris ces filles pour les envoyer dans une école de santé, puisque les Suèdes appuient aussi les écoles de santé à travers la composante 2. Donc, nous avons pris les filles qui ont obtenu leur baccalauréat et qui sont là en train d'être des ménagères ou bien, voilà, pour les former au métier de sage-femme. Donc, actuellement, 20 filles se trouvent au niveau de Bebalem pour, en tout cas, suivre la formation au métier de sage-femme. Et durant les Suèdes 2, on va former 60 filles au métier de sage-femme. Donc, c'est à peu près faire une pérennisation. Pourquoi? Parce que dans ces zones du projet, puisque les Suèdes 1, nous avons 4 provinces, le lac, le Kanem, le Hajar Lamis et le Salamat. Dans certaines zones, il n'y a plus de sages-femmes. Et vous savez que les sages-femmes ne partent pas dans les zones les plus reculées et les plus éloignées. Les Suèdes ont recruté des sages-femmes pour le mettre à la disposition de ces provinces. Mais maintenant, un projet, c'est un projet. Un jour, ça va prendre fin. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne fait rien, ça veut dire qu'on va revenir à la case de départ. C'est pourquoi le projet a pensé prendre ces filles-là pour les former au métier de sage-femme. Et même à la fin du projet, elles peuvent rester y prester au niveau de leur zone d'intervention. D'accord. Voilà. D'accord. Madame, aujourd'hui, une dernière question par rapport à vos activités de terrain, parce que le Suède travaille beaucoup, fait un travail de terrain assez large. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez quand vous discutez de ces questions, surtout dans certaines communautés qui ne sont pas très ouvertes à ces questions liées à la santé de reproduction et à la planification familiale? Effectivement, au début du projet, on s'est confronté à beaucoup de difficultés, puisque les gens, les rumeurs, les ont dit que voilà, c'est un projet qui est venu vraiment déformer les filles, que c'est un projet qui est venu en tout cas dévier nos filles du droit chemin. En tout cas, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais grâce à l'appui des leaders traditionnels aussi, les chefs religieux, puisque nous travaillons aussi beaucoup avec les chefs religieux et les leaders traditionnels et aussi les ministères impliqués, puisque aujourd'hui, chaque sous-projet est logé dans une direction d'un ministère. Donc, les répondants au niveau du terrain nous appuient dans ce sens-là. Et maintenant, même au niveau des ONG de mise en œuvre, les ONG de mise en œuvre font beaucoup la sensibilisation et les gens ont compris. Aujourd'hui, quand vous prenez au niveau des espaces surcommunautaires, beaucoup de filles déscolarisées ont regagné l'école. Plus de 600 filles déscolarisées ont regagné l'école. Même des mentors qui ont abandonné l'école en 4e et 3e sont revenus pour en tout cas encore reprendre l'école. Et là, c'est vraiment un acquis et on est en train de travailler dans ce sens-là pour que vraiment, vous allez voir que dans certaines zones, il n'existe même pas de classe. Toutes les classes sont remplies. Une fois, j'étais partie au Salamat et le directeur du CG m'a appelé. Il m'a dit, viens voir ce que tu as créé. Les filles suivent les cours par les fenêtres. Wow. Certaines sont devant la porte. Il n'y a même pas de place. Donc, tout le monde veut regagner l'école. C'est bien ça. Donc, voilà, le résultat est vraiment probant et bien palpable. Merci beaucoup et bravo encore pour tout ce que vous faites à travers ce volet santé de reproduction et planification familiale. Vous restez avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous revenons à la plus jeune du plateau et Madame Mariam Abdoulaye Maloum, membre de Afriyan, jeune leader. Aujourd'hui, la question de la sexualité de manière globale, c'est un sujet tabou dans la société tchadienne. Est-ce que les jeunes aujourd'hui discutent-ils aisément de cette question? Merci beaucoup pour cette question, parce que je m'attendais à cette question. Étant dans ce monde de jeunes, et c'est le travail que je fais depuis plusieurs années. C'est depuis 2013, j'ai été formée par INEFPIE. En ce moment, j'étais ambassadrice d'INEFPIE, dont nous faisons des sensibilisations pour éveiller la jeunesse, aussi les attirer à faire comme nous. La question est taboue certainement, mais les jeunes sont plus éveillés. Mais c'est grâce à des sensibilisations
qui s'est fait à tout le temps. Et aussi grâce au changement de comportement. Parce que dans le monde de jeunesse, déjà quand tu essaies de parler avec les jeunes sur la question de sexualité, ils se retirent. Mais là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des jeunes comme eux, qui feront face à eux et qui les amènent dans un espace qui est un peu plus confiant afin d'attaquer ce sujet-là. Et il faut aussi savoir, on ne peut pas parler de questions aussi taboues directement comme ça. On va essayer de parler de puberté, on va essayer de parler un peu. Et au fur et à mesure, en discutant, c'est eux-mêmes qui t'amènent à leur poser des questions et t'informent sur tout ce qu'ils vivent. En dehors du cadre associatif, est-ce que de manière comme ça, aujourd'hui quand les jeunes se retrouvent dans les carrefours, je ne sais pas, à la sortie des classes, entre autres, est-ce que les gens discutent de la sexualité aujourd'hui? Ah oui, les gens en discutent. Déjà, les gens en discutent de leur aventure. D'abord. Et ce qui amène à ce qu'ils parlent de la sexualité, de leurs problèmes, parce que les jeunes, eux, ils se sentent mieux quand ils sont entre eux et parlent de leurs relations. Et de ça sortent aussi les problèmes qu'ils rencontrent. Beaucoup de problèmes, que ce soit de maladie ou bien que ce soit, comment dirais-je, d'utilisation de contraceptifs. Et déjà, sans se rendre compte, ils évoquent des problèmes dont nous, on travaille dessus pour pouvoir changer un peu le comportement ou bien répondre à leurs besoins. D'accord. Voilà. Madame Mariam, dites-nous, c'est quoi Afriyan et que fait exactement Afriyan dans ces deux domaines, la santé de reproduction et planification familiale? Afriyan, c'est un réseau de jeunes, des adolescents et jeunes en population et développement. On ne pas adolescents et jeunes. Ça ramène déjà sur ces questions parce que on s'est dit c'est important d'impliquer aussi les adolescents. Et qu'est-ce que fait Afriyan? Afriyan fait beaucoup de choses. Fait d'abord le plaidoyer sur la question SR. Afriyan accompagne le partenaire comme UNFPA et Projet Suède et aussi d'autres partenaires pour la mise en œuvre de leurs agendas. Afriyan forme, sensibilise et aussi encadre, oriente le jeune en matière de la santé de reproduction. D'accord. Voilà. Nous avons déjà fait plusieurs choses sur le terrain dont je peux parler de kiosques. Du projet Hub Jeune, qui a fait, on a Hub Jeune 1 qui a fait un mois on a planté nos kiosques dans tout le 10 arrondissements de N'Djamena, dont nos jeunes sont sur place pour sensibiliser les jeunes, parler de la santé de reproduction, parler de leur sexualité, parler de leur corps, et aussi Kiosque 2 qui a fait 45 jours et qui a été financé par UNFPA. En collaboration avec d'autres organisations sœurs. Il y a eu également la distribution des contraceptifs. Oui, il y a eu des contraceptifs, oui, modernes, surtout le préservatif. Donc, parce que c'est très important d'en parler parce que les gens sont sexuellement actifs et utilisent les préservatifs mais ne savent pas comment utiliser. Alors, c'est très important de leur montrer le port du préservatif et aussi les serviettes hygiéniques parce qu'on a distribué les préservatifs et les serviettes hygiéniques. Donc, on fait de la démonstration. Serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, on fait la démonstration et aussi on parle de leur corps, de leur changement de corps et de hygiène corporelle. C'est très important. Et j'en profite aussi pour parler un peu des espaces sûrs parce que notre siège est considéré comme un espace sûr puisque les jeunes savent déjà que dans ce bureau-là, on parle de ça, de la santé de reproduction, de corps, de serviettes hygiéniques et de port de préservatifs et rester comme un espace sûr. Je bénéficiais de cette visite à Zaria avec l'équipe du projet Suède. En ce moment, on envisageait mettre en place des espaces sûrs et ça nous a permis aussi de faire de notre siège comme un espace sûr où les jeunes peuvent venir avoir des informations et les vraies informations parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent. Par exemple, on était à l'AI, il y a un jeune qui triple les préservatifs pour ne pas avoir de maladie. Et là, ce sont de fausses informations qui peuvent passer. On peut utiliser un seul préservatif à un usage. C'est-à-dire, je dis toujours, un seul préservatif, un seul coup, on l'enlève et on réutilise un autre préservatif. Alors, ils peuvent venir s'enquérir des informations et des vraies informations. Et
et ça nous fait chaud au cœur d'orienter ces jeunes-là et de leur montrer un chemin qui peuvent prendre leur sexualité, comment dirais-je, bon, d'être sexuellement responsables. D'accord. Voilà. Madame Mariam, aujourd'hui, nous savons tous que l'influence des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui touche tous les domaines de manière globale. Hein. Est-ce que c'est un facteur de risque quand il s'agit de la sexualité des jeunes? À cette question, je réponds oui et non. Pourquoi oui? Oui, parce que sur les réseaux sociaux, avec l'Internet, on a accès à tout. On a accès à tout. Et voyant les personnes, les jeunes, bon, je peux dire des adolescents qui utilisent les Android, qui est à la portée de tout le monde, avec les mégas, ils ont accès à tout. Ils peuvent télécharger des films pornographiques, ou ils peuvent télécharger des images que eux, ils voient et ils veulent entrer en action. Ils veulent reproduire. Ça, c'est très dangereux. C'est un facteur vraiment de risque. Mais dans le cas, je dis non, c'est parce qu'avec l'Internet, on peut renforcer nos capacités, on peut avoir des informations qu'il faut sur toutes les questions, que ce soit sur la santé de reproduction, que ce soit sur nos recherches. Alors, c'est un renforcement de capacité parce qu'on apprend, mais on cherche pour en avoir plus. Alors, l'Internet est un facteur de risque, oui, dans le cas où ce jeune-là utilise l'Internet pour télécharger des films, surtout nos jeunes, les adolescents, et les vouloir reproduire. Voilà. C'est là où Afrien entre en jeu, parce que nous savons qu'ils sont à la portée de ça, mais il est très important de les orienter et de les sensibiliser sur ces questions. Aussi, de promouvoir un peu l'abstinence. D'accord. De promouvoir un peu l'abstinence, surtout sur des jeunes qui ont de 12 à 13 ans. Mais malheureusement, ces jeunes sont vraiment sexuellement actifs à l'âge très bas de 14 jusqu'à 22, 14 ans. Ils se disent qu'ils sont en train, dans ce monde, un peu tard. Et là, nous avons un très grand boulot à faire afin de ramener ces jeunes-là que le sexe, c'est vrai, il est là. Ça ne peut pas partir, on peut être sexuellement actif, mais le modérer et savoir comment se protéger. Merci beaucoup, Madame Mariam. Docteur Djigui, je reviens vers vous pour une dernière question, parce que quand à la fois Madame Fatim et Madame Mariam parlaient des espaces sûrs, nous sommes rappelés du projet ISSRA qui a été mis en place par l'UNFP il y a quelques années et dont il y a un service counseling des pères éducateurs. Est-ce que ce n'est pas à peu près la même chose, mais juste une innovation qu'elle souhaite faire? Merci pour la question. Vous faites allusion à IECSR, oui. Information, éducation et communication en matière de SR. Oui. Oui, mais mettons que ça s'inscrit dans la continuité. D'accord? Comme je vous l'ai dit, pour avoir une bonne santé sexuelle et reproductive, il y a deux choses. Il faut être bien informé, il faut avoir accès aux services. D'accord? Maintenant, pour être informé, comme tout le monde a dit, il y a beaucoup de canaux. D'accord? Je commence d'abord par ce que vous l'avez posé comme question. Aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde a accès aux informations à travers les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des bonnes informations? Oui, on peut trouver de bonnes informations dans les réseaux sociaux. Si vous y mettez des informations, si nous, ensemble, là, nous les intervenants, on y met des informations. D'accord? Comme ça, les jeunes peuvent, à travers nos informations que nous mettons à travers tous ces canaux, que ce soit les jeunes et tout ça, peuvent avoir de la bonne information. D'accord. Voilà. Les services, ce qu'on appelle les espaces sûrs, vont au-delà. Parce que non seulement ils apportent l'information, l'éducation et la communication comme avant, mais c'est un espace où on donne aux jeunes des compétences, des compétences de vie. On leur donne des informations, mais on va au-delà de l'information. On les éduque de telle sorte qu'ils sont capables d'opérer des choix de leur vie, mais des choix qui vont permettre que plus tard, ou pendant qu'ils sont là, tout en étant jeunes, qui permettent d'accomplir leur plein potentiel. Mais il faut dire que tout ça est lié. Tout ça est lié. Je commencerai par quel bout? Je commence par dire, par exemple, que la santé et la reproduction, la planification familiale, si vous voulez, voilà, c'est d'abord un droit. Mais il ne suffit pas que vous ayez un droit, que vous soyez capable automatiquement de l'exercer.
Un droit, il faut pouvoir l'exercer, il faut pouvoir en jouir. Oui. Et pour exercer ce droit-là, il faut avoir la capacité de les exercer ou d'en jouir. Et cette capacité-là passe par ce qu'on a dit, c'est-à-dire, si un jeune, d'accord, qui choisit de s'abstenir, de suivre ses études, de s'abstenir, d'attendre un certain âge avant d'avoir des rapports sexuels, il faut qu'il ait les moyens de le faire. D'accord? Bon, les moyens, c'est quoi? C'est d'abord l'éducation, la connaissance. Si une jeune fille n'est pas là à l'école, elle n'a pas forcément les moyens, n'est-ce pas, de choisir l'abstinence et d'y arriver, parce que soit on va l'envoyer en mariage précoce, on en a parlé, soit qu'elle va pouvoir, parce qu'elle est de famille, elle est en milieu rural, elle est de famille très pauvre, elle va vouloir, pour subvenir à certains besoins qui sont attrayants, livrer son corps à la débauche pour pouvoir avoir ces moyens-là. Donc, vous voyez, il faut, nous qui formons la société, nous devons lui donner les moyens d'opérer son choix. J'ai choisi l'abstinence, j'ai les moyens de m'abstenir jusqu'à un certain âge. Mais pour les jeunes qui choisissent, et ça existe, si une jeune personne choisit d'avoir des rapports sexuels, parce que ça existe, comme elle a dit, hein, un jeune peut dire, je choisis d'avoir des rapports sexuels. Est-ce qu'elle a les moyens d'exercer ce droit-là? Il faut lui donner des informations. Ah, tiens, si tu choisis d'avoir des rapports sexuels, attention, parce que la première des choses que tu risques, c'est une grossesse non désirée. Et ça va compromettre ton avenir, parce que tu ne pourras pas aller à l'école. Ah, attention, tu peux avoir des maladies, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida. Bon, si tu choisis d'avoir les rapports sexuels, comme elle a dit, sache qu'il y a des méthodes, des préservatifs par exemple. D'accord? Pour les grossesses, il y a les préservatifs, il y a aussi les méthodes contraceptives. Donc, le but, c'est de donner aux gens, si vous voulez, aux adolescents, aux femmes, aux hommes, les moyens d'exercer, n'est-ce pas, ce droit-là, et de jouir pleinement de ce droit-là. Je prends un autre exemple. Un couple, hein, comme on le sait, les gens qui sont mariés et qui veulent avoir des enfants. Ils discutent parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des informations, d'être éduqués, d'accord, ils veulent avoir des enfants. Ils disent, nous voulons avoir, je prends un exemple comme ça, 4 enfants. D'accord? Comment faisons-nous en tant que couple, nous allons avoir des rapports sexuels fréquemment, comment faisons-nous pour avoir nos 4 enfants? Est-ce que nous voulons les avoir maintenant? Si c'est maintenant, on a notre enfant. Maintenant qu'on a un enfant, comment on fait pour avoir le second? Il faut qu'on soit informé qu'entre 2 enfants, il faut laisser du temps. C'est du temps pour s'occuper de celui qu'on a. Quand je dis pour s'occuper, pour le nourrir, pour l'éduquer, pour le loger, pour l'habiller et pour s'occuper de son éducation. Comment je fais pour attendre, pour avoir cet écart-là entre le premier et le second? J'ai des méthodes contraceptives qui sont réversibles. C'est-à-dire, on va espacer les naissances en choisissant des méthodes contraceptives. Il faut aller dans une formation sanitaire où il y a des services. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des sages-femmes qui sont formées, qui sont déployées partout, surtout dans les zones les plus difficiles. Quand on va les voir, on fait un choix de méthodes contraceptives et on espace les naissances. Maintenant, quand on a les 5 ou les 4 ou les 5 ou les 6 enfants qu'on a choisi d'avoir, comment on fait pour ne plus avoir parce qu'on a celui qu'on a choisi d'avoir? Eh bien, on utilise aussi des méthodes contraceptives. Il y en a qui sont réversibles quand on veut continuer à avoir des enfants. Il y en a qui sont définitives quand on veut. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça le but. C'est-à-dire, on profite des espaces sûrs pour donner des informations aux jeunes, mais pas seulement des informations, pour leur donner les moyens d'opérer des choix éclairés, pour que les choses ne se fassent plus au hasard, pour que les choses ne leur arrivent pas au hasard. Ça arrive parce qu'ils ont choisi et parce qu'ils ont les moyens d'assumer le choix qu'ils ont opéré. Merci. Bon, j'espère que... Merci, docteur Ndiki. Madame Fatou, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, quelque chose à ajouter ici. Bon, aujourd'hui, le projet souhaite, surtout dans les anciennes provinces, parler de la santé des reproductions n'est plus un tabou. Vous allez trouver une femme dans la rue, vous lui tendez un micro. Quelles sont les thématiques du projet SUED? Elle va te citer de A à Z. Parce que déjà, nous utilisons beaucoup de canaux pour sensibiliser cette population, surtout les 4 provinces, le lac, le Kanem, le Hadjar Lamis et le Salamat. Et nous utilisons les radios, nous avons des conventions avec les radios communautaires, nous avons les affiches, nous avons les espaces surcommunautaires. Et depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui, nous avons en tout cas formé environ 50 000 filles et femmes qui
qui ont déjà fini le programme et qui sont capables de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, chaque fille sortie de ce programme est capable de se fixer un objectif et faire tout son possible pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, et je veux dire aussi aux nouvelles zones d'intervention qui viennent d'intégrer l'initiative Suède, d'attacher la ceinture pour atteindre vraiment les 4 anciennes zones, pour que vraiment les femmes soient vraiment capables d'opérer, en tout cas, ou bien d'adhérer à cette transformation qui va les aider vraiment à s'intégrer dans la vie active. Merci beaucoup. Merci, Madame Fatimé. Madame Achta, vous avez quelque chose à dire en dernière position? Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est à l'endroit aussi de la population. Bon, la prévalence contraceptive, d'après l'enquête mixte 2014-2015, elle est maintenant à 8%. Donc je pense que malgré vraiment l'effort que le gouvernement est en train de faire, on suppose que vraiment elle est encore basse. Donc nous continuons à sensibiliser la population avec l'appui toujours des partenaires et si possible même la sensibilisation à proximité. C'est ce qui est en train d'être fait auprès des leaders communautaires au niveau des structures de santé, mais toujours on a constaté que vraiment la fréquentation est toujours faible. Merci beaucoup, Madame Aguedine Achta Abdoulaye, pour ce mot de fin. Mesdames et messieurs, c'était le plateau spécial La santé de la reproduction et planification familiale organisé par le projet Suède de Tchad afin de mieux informer et sensibiliser la population sur ces thématiques à travers la télé Tchad. Merci encore une fois de plus à mes invités d'avoir répondu présent et surtout expliqué et informé sur ces questions de la santé de la reproduction. Quant à moi, je vous retrouverai très prochainement pour un autre numéro spécial, surtout avec le Suède. D'ici là, je vous souhaite bonne suite des programmes sur Télé 4. Merci. Estamos lo planning familiar.